Bonjour tout le monde et bienvenue dans votre nouvel épisode de Propulser vos affaires. Cette semaine, nous rencontrons une femme créative, audacieuse et authentique. Son moteur d'action, élever vos communications grâce à sa plume en transformant votre vision, votre mission, votre voix unique comme si vous l'aviez écrit vous-même. Elle est joviale, persuasive et surtout dotée d'une grande empathie. Sa grande expertise en communication et en rédaction persuasive lui permet d'aider ses clients à attirer et à fidéliser leur propre clientèle. Elle est copywriter, formatrice, accompagnatrice et entrepreneur. Veuillez accueillir ma collègue Myriam Bérubé. Bonjour Myriam, comment vas-tu? Bonjour Vincent, je vais très bien et toi? Je vais très bien, merci d'accepter mon invitation sur le podcast Propulser vos affaires. C'est un plaisir, j'avais vraiment hâte de venir jaser avec toi aujourd'hui. Moi aussi, j'avais hâte. Moi aussi, je suis curieux. J'ai hâte, vraiment, vraiment hâte de t'entendre. Et pendant que je préparais notre entrevue, j'ai lu quelque chose qui m'a fait sourire et je ne pouvais pas ne pas t'en parler quand je voyais sur ton site Internet que la, la personne de communication en toi rêvait d'être journaliste comme Linda Hébert de Lancer Compte. Pour les Eh gens oui. de l'Europe qui connaissent pas Linda Hébert, c'est un personnage marquant de la télévision québécoise dans notre série culte Lancer Compte. Ben justement, ben, tu as eu quand même un parcours différent de Linda Hébert. Quel est le Oui, parcours de Myriam Bérubé? mais j'ai commencé pour devenir Linda Hébert parce que j'ai étudié en arts et technologies des médias à Jonquière. J'ai rapidement déchanté. Je me suis dit, ah non, c'est vraiment fait pas pour moi le journalisme. J'ai dévié un peu, mais j'ai quand même fini à l'Université Laval en rédaction professionnelle. Mais si on se rapporte en 2005, Mhm. les sites web là, des compagnies comme la tienne et la mienne, il n'y en avait pas. Il y en avait dans des très grandes entreprises. Simons avait son site web, mais c'était un catalogue. Il n'y avait Exact. aucun site transactionnel. Les articles de blog, il y en avait dans le monde du design de mode, design d'intérieur, la cuisine, mais sinon, ça n'existait pas. Bref, j'ai fait plusieurs choses. J'ai été adjointe administrative. J'ai continué à étudier avec un deuxième bac en communication organisationnelle et j'ai travaillé dans les coms, dans une grande entreprise gouvernementale. Puis, c'était pas fait pour moi. Je suis plutôt électron libre. Donc, j'ai quitté le gouvernement pour créer mon entreprise. Tout d'abord en communication organisationnelle, tout en faisant de la rédaction. En 2018-2019, là, je suis tombée à pieds joints dans le copywriting. J'ai fait connaissance avec Alexandra Martel. J'ai fait partie de la première cohorte de certifier les mots pour vendre. Donc, depuis ce temps-là, 100% copywriter. On va évidemment reparler de tout ce copywriting-là d'Alexandra également, mais tu me dis que tu es un électron libre. Est-ce qu'il y a un moment où dans ta tête, quand tu étais au gouvernement, tu te dis, ah, ce moment charnière-là, je viens de réaliser, c'est pas fait pour moi. Est-ce qu'il y a un moment vraiment précis où tu te dis, moi, c'est important pour moi, je dois travailler à mon compte? Ben, je pense qu'à un moment donné, c'est une question de santé mentale. J'étais là. Soit je fais un burn-out, soit je fais d'autres choses. Et deuxième déclencheur, j'ai une amie du secondaire qui me dit, ah, ça te tenterait-tu d'avoir un sideline? Fait que j'ai commencé, c'était même pas de la rédaction, je faisais de la transcription pour des sténographes. Puis Wow. après ça, j'ai vu une pub sur Facebook, une entreprise de tutorat qui cherchait un rédacteur pour écrire des articles de blog. Fait que j'ai commencé à écrire pour cette compagnie-là. Puis j'ai fait connaissance avec une prof de yoga qui avait besoin d'aide pour son site web. Fait que je commençais à avoir des clients comme ça. Et là, j'attendais que ça fasse 7 ans que je travaillais au gouvernement pour demander mon congé sans solde pour fonder mon entreprise. Alors, aussitôt que c'est arrivé, ça y est, j'ai fait ma demande. Fait que c'est vraiment ça, le fait que, tu sais, je trouvais ça lourd, là, chef d'équipe, chef de service, directeur, vice-président. Mes clients
c'était des clients à l'interne, donc eux autres aussi avaient toute cette hiérarchie-là, puis j'étais là: «Non, non, non, c'est ben trop compliqué alors que ça pourrait être, bien plus simple, bien plus plaisant». Alors j'ai fait: «Pour ma santé mentale, là, allons tester l'entrepreneuriat», puis finalement, c'était un test plutôt concluant. Ça va faire, 9 ans en janvier. Félicitations. Tu le dis, tu as rencontré dans ce parcours entrepreneurial-là, tu as commencé en communication organisationnelle et tout à coup est arrivé sur ton parcours la rédaction persuasive, la formation d'Alexandra Martel. Un, pourquoi avoir concentré ton expertise vers ce type de rédaction-là? Beh, je pense que ça allie c'est tellement puissant parce que ça allie plusieurs de domaines d'expertise. C'est oui, la rédaction que je maîtrisais déjà, mais c'est aussi, de la psychologie, de l'économie comportementale, des neurosciences, la vente, le marketing. Fait quand on brasse tout ça ensemble, c'est ça qui donne le copywriting. Puis c'est ça que je trouve merveilleux, c'est qu'il y a toujours moyen d'en apprendre plus sur une branche, une technique, un outil, un principe, une théorie. Fait que c'est vraiment ça qui fait que c'est si passionnant parce que ça finit jamais. Et si on avait, pour les gens qui nous écoutent, bon, parce que bon, on parle de rédaction persuasive, on parle de copywriting. Premièrement, c'est la même chose? Même chose. Dans le fond, rédaction persuasive, c'est l'équivalent français de copywriting. OK. Et si on avait à le résumer pour les gens et à le définir rapidement, c'est quoi de la rédaction persuasive? La rédaction persuasive, oh my God, c'est de la rédaction comme on la connaît là, pour un site web, pour une infolettre, pour n'importe quoi qu'un entrepreneur a besoin d'écrire. Fait que ça, c'est la base. Ouais. Ensuite, ben, c'est là où on va se spécialiser. On va écrire d'une façon à susciter des émotions chez les gens qui nous lisent. On va écrire de façon authentique pour que les gens, si on sent publication Facebook devant les yeux, vont dire celle-là, c'est Vincent qui l'a écrite. Celle-là, c'est Myriam qui l'a écrite. Pour tout définir une identité rédactionnelle très claire. Après ça, c'est une écriture qui est empathique. On pense à notre client idéal quand on écrit. Hein. On n'écrit pas pour nous, on écrit pour les autres. Fait que, tu sais, c'est toute cette facette-là qu'on n'apprend pas nécessairement quand on va à l'université en rédaction professionnelle ou en communication. Ça a peut-être, je l'espère, évolué depuis les 20 dernières années, mais quand j'y étais, c'était très, très scolaire, très universitaire. Tu sais, oui, l'écriture didactique. Oui, hey, on apprenait, il y avait un cours sur la rédaction d'articles de magazines. C'était très, très structuré, très journalistique. Alors qu'en copywriting, on s'éclate. On, tu sais, oui, les règles grammaticales de syntaxique ont toujours leur place. La ponctuation a toujours sa place. Mais on s'éclate un peu plus. C'est une rédaction qui est plus humaine, qui ressemble beaucoup plus à l'oral que ce qu'on peut apprendre à l'école avec des adverbes, des marqueurs de relation, puis des beaux adjectifs un petit peu partout. Fait que C'est un peu ça que je constatais, c'est que la rédaction persuasive est beaucoup plus une rédaction parlée, ou oui, beaucoup plus une rédaction qui n'a pas nécessairement une structure assez rigide, bien au contraire, justement pour nous permettre de se reconnaître probablement davantage. Tu as oui, utilisé un mot que j'aime beaucoup, l'humain, évidemment. Donc, c'est vraiment de cette façon-là que la persuasion prend plus son sens dans la relation humaine derrière la communication auquel on peut écrire. tout à fait. C'est des humains qui s'adressent à des humains, puis on dirait que c'est comme si tout le carcan qu'on s'impose soi-même ou que la société impose disparaît un peu pour justement aller s'assurer qu'on écrit pour les gens, pour les aider, pour répondre à leurs besoins, que quand on leur propose un service ou un produit, c'est bon pour. Ça répond vraiment à leurs besoins. C'est bon pour eux. Fait que c'est vraiment ça l'objectif du copywriting. Oui, de vendre, oui, de faire. Ça peut être par rapport au comportement. Quand on parle des sociétés d'État, bien, la Société de l'assurance automobile, par exemple, elle, c'est des comportements. La même chose pour Hydro-Québec, peu importe. Donc, oui, vendre, mais ou changer un comportement, mais pas à n'importe quel prix. Pas à n'importe quel prix.
Donc, ce que je pourrais résumer en disant que la rédaction, on est là pour passer un message, tandis que la rédaction persuasive, on est là pour créer peut-être un peu plus d'engagement? Oui, OK. engagement, connexion, émotion. Ça veut pas Attraction. dire que tu sais, quelqu'un qui a un bac en rédaction, par exemple, fera pas ça, là. Tu sais, c'est pas ça, c'est de la rédaction, ça, c'est de la rédaction SEO, ça, c'est de la rédaction persuasive. Tu sais, il y a pas de clivage, mais la rédaction persuasive tend vers tout ça. Et là, tu disais que ça fait 9 ans que tu es à ton compte, ça fait 9 ans. Quel genre de clients font affaire avec Myriam Bérubé au niveau du copywriting? Généralement, des, solopreneurs assez bien établis ou des chefs de petites entreprises qui n'ont pas nécessairement besoin d'un rédacteur, d'un copywriter à temps plein, mais qui ont des besoins quand même, fréquents. Mmh. Et ces gens-là, pourquoi tu dirais à ces gens-là que c'est important d'avoir une rédaction persuasive dans leur développement d'affaires? Tellement de raisons. Parce que ça nous permet d'attirer à soi les bonnes personnes. Il y a plusieurs entrepreneurs qui font des appels, découvertes ou peu importe le nom qu'on utilise, qui disent: «Ben, voyons, j'ai perdu mon temps, cette personne-là, si j'offre pas ce service-là ou on n'est pas fait pour aller ensemble» ou, «Moi, je me spécialise, je sais pas, dans les entrepreneurs du domaine de la santé, puis c'est pas ça du tout». Fait que, tu sais, quand on multiplie ces appels-là, ce qui cause des frustrations des 2 bords, ben, tu sais, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui est pas bien aligné dans nos communications. Il y a quelque chose qui marche pas. Fait que ça, c'est la 1re raison. Attirer à nous les bonnes personnes. Puis après ça, ben, c'est de favoriser la conversion des gens pour tu sais, le passage à l'action. On fait pas de la pub là, pour rien. C'est notre site web, c'est notre vitrine. On va amener des clics, on va amener des achats. Donc, c'est vraiment l'objectif là, avec la rédaction persuasive d'attirer les bonnes personnes, puis ensuite, quand on les a attirés, ben, c'est de les convertir en clients. Peut-être pas tout de suite, mais éventuellement. Au moins les garder dans notre univers. Voilà, à tout le moins de créer une certaine connexion pour que Oui, ces gens-là puissent continuer de nous suivre et de faire partie de notre communauté ou faire partie de nos potentiels clients ou nos prospects et etc. C'est sûr que, tu sais, comme je dis toujours, il n'y a pas de baguette magique. Il n'y en a pas de non. baguette magique. Mais quand on a quand même une certaine connexion, ben déjà, il y a un pas dans le bon sens qui est fait au niveau de la connexion client, encore une fois. Ah, tout à fait. Puis, tu sais, c'est pas il y a pas de baguette magique, puis ça veut pas dire que ça va être tout de suite. Je te donne un exemple, j'ai rencontré quelqu'un en 2016, je commençais, je savais même pas qu'elle me suivait sur les réseaux sociaux, cette personne-là, puis elle recevait mon infolettre, puis un jour, elle m'écrit, on se parle, 10 minutes plus tard, j'avais un énorme contrat avec elle, mais j'étais là: «Mais je savais pas que tu existais, je t'avais oublié, je m'excuse». Fait que tu sais ça, c'est parfois c'est rapide, mais parfois ça peut prendre plusieurs mois, plusieurs années. Tu le sais, une de mes expertises, on parle de vente, je parle beaucoup de vente relationnelle. Je trouve que le discours que tu as s'apparente quand même au discours que j'ai. On parle beaucoup de la psychologie du consommateur également. Oui. Comment, comment la rédaction persuasive ou le copywriting peut nous aider justement dans nos capacités comme entreprise de mieux vendre? Ah! Beh, justement, en développant nos connaissances par rapport à la psychologie, je te donne un exemple. On s'adresse pas à une personne de la même façon si elle est introvertie qu'elle est extravertie. Tu sais, Mhm. c'est bon à l'oral, mais c'est bon à l'écrit aussi. Fait que, tu sais, en le sachant qui est devant nous, qui est notre clientèle cible, bien, on peut adapter notre discours. Hem, Après ça, si on reste dans ce type de connaissances-là, avec le test MBTI, bien là, il y a des gens qui sont plus thinking, des gens qui sont plus feeling. Alors, Ouais. si on sait que disons que je m'adresse à des ingénieurs. De façon générale, les ingénieurs sont plus thinking, des gens structurés, cartésiens. Mais si je veux leur vendre mes services, ben, je vais leur donner des chiffres, je vais leur parler d'avantages concrets, de résultats, je vais leur donner des études de cas parce qu'ils ont besoin de concret. Alors que si je m'adresse, je ne sais pas, à une association d'artistes,
ben là, ces gens-là, de façon générale, sont plus, feeling. Donc, je vais commencer à faire tu sais, les ingénieurs, là, je peux dire: «Salut, comment ça va?» Puis on commence, go. Mais la personne qui est plus feeling, ben, je vais prendre le temps. Comment vas-tu? Tu passes une belle semaine? Puis le changement d'heure, comment ça se passe? Donc, on va créer une connexion avant de commencer à parler de quoi que ce soit. Puis pour vendre le même service, bien là, je vais plus parler, qu'est-ce que ça va lui apporter à elle de déléguer, par exemple, le copywriting? Plus de temps, de la clarté mentale, tu sais, la tranquillité d'esprit. Tu sais, la même chose, mais on le présente différemment. Puis ça, c'est ça. Fait que c'est des connaissances ici et là qu'on va chercher pour mieux comprendre comment fonctionne l'humain pour se redresser à lui de la bonne façon. Donc, rapidement, ce que je pourrais dire, c'est qu'on va adapter la communication en fonction de la personne à qui on parle. Moi, je dis souvent la même chose, on ne Oui, parle pas à un gars de la construction de la même façon qu'on va parler à un entrepreneur ou à un prêtre. Et je ne suis pas dans le jugement quand je dis ça. Je suis pas tout du tout. simplement juste dans le constat. C'est pas nécessairement la même. On ne s'adresse pas aux mêmes personnes parce qu'ils n'ont pas les mêmes enjeux, ils n'ont pas les mêmes défis, ils n'ont pas les mêmes aspirations, ils n'ont pas le même parcours. Donc, finalement, la rédaction persuasive prend toujours en compte, en premier lieu, de la personne à qui on parle. Tout à fait, oui. Puis ensuite, ben, il y a différentes techniques qu'on peut utiliser. Tu sais, en psychologie, on parle de biais cognitifs. Donc, ces biais-là, puis ça, peu importe le type de personne, introverti, extraverti, thinking, feeling, ça fonctionne, tu sais, pour tout le monde. Puis là, je dis fonctionne pas parce que on attrape les gens, parce qu'on ment ou qu'on manipule ou qu'on pas du tout. Mais c'est ça, Et c'est peux-tu me des donner techniques. l'exemple d'un billet Oui, cognitif que tu peux utiliser? oui, tout à fait. Il y a ce qu'on appelle le principe de cohérence. Si, OK. par exemple, mon garçon me demande s'il peut manger des biscuits au chocolat avant le souper, bien, je vais dire non. Aujourd'hui, demain, la semaine prochaine, puis dans un mois, parce que je suis cohérente. Donc, ça, l'humain veut rester cohérent. Donc, si je prends ce principe de cohérence-là pour, disons, faire une publication sur les réseaux sociaux, mais je vais mixer à ce principe-là la théorie des petits oui. Donc, je peux commencer à faire une publication en posant une question. Par exemple, est-ce que vous connaissez des personnes retraitées? Là, probablement que oui. Est-ce que Mhm. vous connaissez des personnes retraitées qui aiment voyager? Deuxième petit oui. Après ça, troisième question, est-ce que vous connaissez des personnes retraitées qui aimeraient voyager, mais qui se limitent parce qu'ils ne maîtrisent pas assez l'anglais ou l'espagnol? Oui. Alors là, on continue. Alors, ce qu'on a voulu faire avec les trois petits oui, c'est créer justement ce principe de cohérence-là. Et qu'à la fin, quand on arrive à la fin de la publication, ben là, on veut un gros oui. Donc, ben, référez-moi, par exemple, des personnes retraitées qui veulent voyager, mais qui s'arrêtent parce qu'ils ne maîtrisent pas l'anglais. Donc, on a utilisé la théorie des petits oui pour mener au principe de la cohérence et tout ça. Fait que ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. C'est un peu le principe finalement des questionnements en entonnoir, c'est-à-dire d'amener Oui. le client à se préciser dans sa façon de voir les choses et de l'amener à effectivement dire un gros oui. J'aime la façon de le mentionner. Donc, c'est très, très, très intéressant. Euh, On a parlé de marketing également, parce que bon, oui, pour vendre, mais effectivement, il y a un volet de rédaction persuasive qui est pour le marketing. On l'a dit depuis des années, le Oui. marketing aujourd'hui, le marketing de contenu, où on est beaucoup dans un mode d'attraction plutôt que dans un mode juste promotionnel. Donc, pour attirer les gens, encore une fois, on revient à ce que tu disais, le client à qui on parle. Mais il y a aussi l'avènement de ça, et j'ai hâte de t'entendre, du storytelling. On a eu Ouais. ici dans notre podcast comme invité André Hamilton qui est venu nous parler storytelling, qui nous a donné plein de trucs très, très intéressants. Mais raconter une histoire en rédaction persuasive, je crois que c'est tout aussi pertinent. Mais comment on agit en rédaction persuasive avec une histoire? Mais dans le fond, le storytelling fait partie intégrante du copywriting, là. Donc, tu sais, des histoires, il y en a partout, là. Tu sais, ça peut être
notre histoire à nous, qu'est-ce qui nous a menés vers notre métier, qu'est-ce qui nous a menés vers l'entrepreneuriat. Ça, c'est un type d'histoire. Ça peut être des histoires qu'on vit avec nos clients, ça peut être des histoires inventées. Quand on parle d'analogie, par exemple, pour Mhm. expliquer des concepts plus simples, ben c'est un type d'histoire, une analogie. Alors, tout ça s'insère dans le copywriting pour en parsemer ici et là. Et qu'est-ce que ça apporte de plus à une communication d'y inclure une histoire? Ben, les histoires font appel, on y revient encore une fois, aux émotions. Parce qu'on aura beau dire que, ah, moi, je suis cartésien, je prends mes décisions de façon... euh, non, il y a toujours une émotion, il y a toujours une étincelle qui fait qu'on prend une décision, qu'on passe à l'action ou pas. Fait que c'est de créer l'émotion, de faire revivre des souvenirs aux gens. Bien souvent, quand on raconte des histoires, on essaie de faire appel au plus de sens possible. Quand c'est possible, Mhm. par exemple, j'ai déjà parti d'une histoire qui parlait de la sauce à spag de ma mère, que c'était la meilleure, puis au cégep, quand j'avais un budget limité, mais je recevais mes amis. euh, on mangeait du spaghetti et tout ça. Puis je disais qu'encore aujourd'hui, même à 34, quand j'allais chez mes parents, il y avait toujours un pot de spag qui m'attendait. Mais est-ce que ma mère se garoche dans ses chaudrons à chaque fois? Mais non, ma mère a fait des grosses batches de sauce à spag. Donc, tu sais, en racontant cette histoire-là, ben là, on fait appel à nos souvenirs. Après ça, c'est peut-être pas la sauce à spag de ta mère qui est la meilleure, mais celle de ton père, de ta tante, de ta gardienne quand tu étais tout petit. Fait que là, c'est des souvenirs. Là, on est capable de la sentir, même s'il n'est pas à côté. Fait que tu sais, c'est multiplier les souvenirs, les émotions, les sens. Puis après ça, tu sais, on n'écrit pas des histoires pour écrire des histoires. Il faut toujours qu'il y ait un lien avec ce qu'on fait dans la vie, avec nos objectifs professionnelle. Et quand j'ai parlé de cette histoire-là, ça a amené à une notion de batching. Et j'écrivais un article sur qu'est-ce que c'est le batching, puis comment on batch. Puis je disais, ben, ma mère m'a appris le batching, même avant de savoir c'était quoi. Fait que maintenant, voici telle situation où je batch. Donc, tu sais, c'est de faire. Tu sais, si j'avais seulement fait, bonjour, aujourd'hui, je vais vous parler du batching. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est important? Comment ça marche? C'est un peu drabe. Mais Ouais. en parlant de la sauce à spag de ma mère, là, j'ai retenu l'attention tout de suite. Donc, les histoires Et, servent à ça. et toi, juste le fait que tu racontais l'histoire, moi, ça m'a permis de sourire, de voir s'il y en était et de faire un lien effectivement avec la sauce à spaghetti de ma mère. Donc, rapidement, ce que tu es en train d'expliquer, je suis convaincu que les gens à la maison qui nous écoutent ou qui nous regardent ont eu ce même réflexe-là, c'est-à-dire de tout de suite faire un lien avec leurs propres émotions de mon père, comme tu disais, ma mère, la sauce à spag, ou celle que je fais, ou celle que j'ai envie de faire, ou je vais en faire une en fin de semaine. Bref, peu importe. C'est peu importe Oui. ce qui arrive. Fait que oui, je suis d'accord avec toi d'aller solliciter les émotions pour aller créer une meilleure connexion, pour ensuite donner plus de sens à nos rédactions qui vont mener effectivement vers une meilleure connaissance ou une meilleure connexion à nouveau. Je prends beaucoup ce mot-là, connexion, mais je pense que c'est vraiment celui-là avec Oui, nos produits, nos services, l'organisation, le vendeur, la personne contact. Bref, c'est de créer ce lien-là qui est important. essentiel, oui. Dis-moi, on parle encore de marketing. Tu utilises et tu l'as utilisé à quelques reprises le mot marketing authentique. Qu'est-ce que tu Oui. entends par le marketing authentique? Ben, du marketing authentique, c'est du marketing aussi éthique. Donc, authentique veut dire plein de choses. Tout d'abord, être soi-même. C'est Ouais. quand on écrit, la personne qui me lit sur LinkedIn, qui va voir mon site web, qui télécharge mes aimants clients, mes outils gratuits, voit une Myriam avec son style. Quand on se parle, c'est la même Myriam. J'ai pas essayé d'être ah, ben là, moi, je dois être professionnelle, donc, tu sais, je vais adopter un ton professionnel. J'ai rien contre. Il y a des gens comme ça, c'est dans leur nature. Mais moi, je suis plutôt joviale.
Donc j'ai une façon d'écrire joviale, puis quand on me parle dans la vraie vie, ben, c'est la même Myriam. Fait qu'en étant authentique, c'est vraiment, selon moi, la meilleure façon de faire. Donc, être soi-même, pas essayer. On a le droit, là, tu sais, moi, j'admire plusieurs entrepreneurs, mais tu sais, je sais pas de copier Daniel Henkel parce que j'ai pas sa grâce. Pas du tout. Mais j'ai le droit d'admirer, mais pas d'essayer d'être une pâle copie Non, puis c'est d'elle. souvent ce que je veux dire, mais puis même je vais plus loin, moi je dis souvent, c'est pas grave de copier les autres. Pour moi, c'est pas grave de copier les autres tant aussi longtemps que tu ne fais pas que copier. Tant aussi longtemps que Mhm. copie un peu, mais tu le mets à ta propre couleur ou tu l'amènes un tout petit peu Oui, plus loin. Tu sais, pour moi, j'appelle pas ça vraiment de la copie, j'appelle ça de l'inspiration. Mais tu sais, de voir quels sont les bons coups de nos concurrents, quels sont les bons coups de nos compétiteurs, quels sont les bons coups d'entreprise qu'on admire et voir comment ça, on peut l'adapter à notre propre réalité en reprenant parfois des formules qui sont similaires. Je reviens à ta sauce à spaghetti. Tu sais, ta sauce à spaghetti de ta mère, tu dis que c'est la meilleure. Moi, j'ai l'impression que la mienne est la meilleure, mais je peux m'inspirer de la sauce à spaghetti de ta mère et décider, moi, d'y ajouter ma touche et elle sera la meilleure pour moi. Donc, c'est le même principe pour moi lorsqu'on parle d'authenticité ou de copie. Ben, faut arrêter d'essayer de réinventer la roue. Quand la roue est là, ben, on peut l'utiliser. L'important, c'est de savoir est-ce que ça nous convient, est-ce que c'est authentique à nous? Et deux, comme tu le mentionnais tantôt, est-ce que ça correspond à la clientèle visée? tout à fait. Tu résumes à merveille. Mais j'aimerais t'entendre sur les techniques de marketing ou les techniques de vente un petit peu plus abusives. Qu'est-ce que tu Ouais. dirais là-dessus? Ah, moi, je ne comprends pas, tu sais, pourquoi on a besoin de créer un sentiment d'urgence chez les gens. Moi, je fonctionne, tu sais, il y en a des gens qui adorent ça, là, puis qui ont besoin, là, OK, c'est maintenant. Moi, j'en ai pas besoin, puis c'est pas des techniques que ça que j'utilise avec mes clients, puis ils réussissent à vendre, là. Mhm. Quand même. Fait que, tu sais, créer un sentiment d'urgence, miser sur le faux mot, là, la peur de manquer quelque chose. C'est pas nécessaire. Créer de la fausse urgence, c'est encore pire que créer de l'urgence, là. En fausse urgence, j'entends, ben, profiter de cette, tu sais, vous avez, 1 semaine pour profiter de ce deal-là. Puis là, il vous reste, 48 heures, 24 heures, 12 heures, 6 heures. Puis là, finalement: «Ah, mais on est gentil, ça se poursuit». Non! Pourquoi vous allez presser tout le monde? Si tu voulais faire un deal sur 2 semaines, fais-le sur 2 semaines. Fait non, on n'a pas besoin d'aller dans ce sens-là pour vendre. Et je partage tellement ton point de vue, tu sais, de tout le temps d'essayer de, excusez-moi l'expression, mais de squeezer pour être sûr d'arriver là. C'est sûr qu'on a des objectifs de vente, on doit avoir des objectifs de vente, mais je le dis toujours, pour moi, le premier objectif, c'est l'objectif de nos clients. Notre rôle comme vendeur, comme entrepreneur, comme représentant, appelez-le comme vous voulez, c'est d'aider nos clients à atteindre leurs objectifs. Donc, Tout à quand on fait. garde ça en tête, ben, je pense que déjà, on est moins dans l'urgence de vouloir vendre à tout prix quelque chose qui, à l'ultime, peut-être qu'il n'y en a même pas de besoin. Oui, Donc, c'est le point important. tout à Euh, fait. la montée des réseaux sociaux, j'aimerais t'entendre là-dessus parce qu'on voit les réseaux sociaux ont pris énormément de place. Je pense que c'est devenu un incontournable pour n'importe quelle entreprise qui veut développer une offre commerciale, développer un marketing. On parle de marketing authentique, on parle de marketing de contenu. Mais je veux t'entendre parce que là, on parle de rédaction, puis pour bien des gens, on pense à rédaction écrite, mais en même Oui. temps, on a une montée incroyable du vidéo, donc des cours vidéo. On n'a qu'à penser à les Reels Facebook ou les stories Instagram, TikTok qui est en montée, Short de YouTube. Comment on concilie tout ça ensemble? Qu'est-ce que la rédaction persuasive peut nous aider dans cet univers de vidéos-là en pleine expansion? Ah, mais les mêmes principes de copywriting s'appliquent aux vidéos ou aux podcasts ou même aux rencontres de réseautage. Et peu importe l'outil qu'on utilise, les principes, la technique des petits oui pour, si on veut reprendre, mais
L'exemple que j'ai donné, c'est une femme de mon réseau, d'affaires qui l'a utilisé, comme je Oui. vous l'ai dit là. Fait que dans le fond, ça on peut l'utiliser ces principes-là partout, peu importe, si c'est, oral, écrit, ou vidéo là. Donc, la rédaction, et c'est important qu'on le mentionne correctement, la Ouais, rédaction persuasive n'est pas juste pour écrire un billet de blog ou pour écrire une infolette. C'est pas aussi du tout. pour préparer une présentation vidéo ou de préparer une intervention devant le public ou une conférence ou quoi que ce soit. Oui, 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 les mêmes principes s'appliquent, peu même si c'est pas de la rédaction, si c'est pas une page de vente, un courriel ou une publication pour les réseaux sociaux. Très important à mentionner, je crois, parce que des fois, on va s'accrocher au mot communication ou rédaction, et à ce Oui. moment-là, ben, je pense qu'on a un angle mort dans cette capacité-là, et surtout dans ce que une Myriam Bérubé, par exemple, peut faire pour nous entrepreneurs. Myriam, j'ai le goût un peu de te sortir de ton univers et de ton expertise Oui. et te lancer une grande question philosophique à travers peut-être ton expertise. Tiens, j'essaierai peut-être pas de te sortir tant que ça, mais la vision du monde des affaires pour toi aujourd'hui, c'est quoi? Comment tu vois le monde des affaires? Mais peut-être à travers ton expertise, tiens, pour ne pas nécessairement trop t'envoyer à gauche et à droite. C'est une question très large, hein? Oui, c'est volontaire. Moi, je pense que le milieu de l'entrepreneuriat ça fait quelques années que c'est commencé, mais est en plein essor encore. On n'a pas fini, là, de voir, des nouveaux entrepreneurs sur, de voyons, des nouvelles entreprises, Oui. là, surgir de tous les domaines. Puis je trouve ça bien. Ça vient brasser les cartes, changer la donne. Et pour toi, un entrepreneur, est-ce que c'est aussi un travailleur autonome? Oui. Il y a pas de petits entrepreneurs. C'est juste une case qu'on coche au gouvernement pour savoir quel type d'entreprise, donc Je te posais la question, mais je savais déjà d'avance ce que tu allais me répondre. Mais pour moi, c'est tellement important. Des fois, on va aller minimiser le rôle de l'entrepreneur chez le travailleur autonome. Mais pourtant, un travailleur autonome est un entrepreneur. Il est oui, lui-même son propre employé, entre guillemets. Et oui, c'est sûr qu'il y a des enjeux qui sont complètement différents d'un PDG d'une grande entreprise avec, je sais pas moi, 1000 employés. Mais ça reste que 1000 employés a des enjeux, des défis, mais le travailleur autonome a des enjeux, des défis et a surtout plusieurs chapeaux à mettre sur la tête. Donc, c'est tout un à autre fait, type d'entrepreneuriat et on voit effectivement la montée de ces travailleurs autonomes-là, des travailleurs indépendants, des solopreneurs, appelons-le comme vous voulez, mais ça demeure pour moi des gens qui sont en affaires et ce sont des entrepreneurs. tout à fait. Myriam, on pourrait parler de ton expertise très, très, très longtemps, mais j'ai envie de t'entendre sur les trois conseils les plus importants que tu donnerais aux gens qui nous écoutent ou qui nous voient actuellement. C'est quoi les trois conseils les plus importants en rédaction persuasive, en copywriting que tu nous suggères de faire pour nous aider à développer notre business, à propulser nos affaires? Mais le premier conseil, je dirais de miser avant tout sur la constance et la qualité plutôt que sur la quantité. OK. Ouais. Donc, C'est moins explique-moi donc. lié au copywriting en tant que tel, mais quand on crée du contenu, je trouve que les entrepreneurs, on se met de la pression soi-même ou des fois, quand on parle de coach ou stratège marketing, c'est facile de ressentir de la pression quand c'est pas nous-mêmes qui nous la Mhm. mettons, de devoir produire beaucoup, beaucoup. Tu sais, d'être sur LinkedIn, Facebook, Instagram, de commencer les vidéos, d'avoir 1, 2, 3 emails clients, une infolettre. C'est une quantité phénoménale de travail, tout ça. Tu sais, si vous avez le temps ou le budget pour déléguer, fine, mais pour bien des gens, c'est pas le cas. Fait que je préfère qu'une personne choisisse un média social puis dise: «OK, moi, ma clientèle idéale, elle est sur LinkedIn. Parfait, je préfère lire une bonne publication par semaine que 4 mauvaises sur 4 réseaux différents».
Fait que Point important. vraiment, puis la constance. Au lieu d'y aller en montagne russe, là, parce que souvent on commence en Lyon, là. OK, on publie 4 fois par semaine là, pendant 2, 3 semaines, puis après ça, on se dit, hé, c'est fatigant ça. Fait que là, on tombe à 3, à 2, à un, puis oups, il se passe 3 mois, puis on n'a rien écrit. Donc, Et pour l'avoir moi-même vécu à quelques reprises, c'était vraiment quelque chose qui m'est arrivé en partant et en étant prêt à partir et en arrêtant après un bout de temps parce que j'avais plus le temps. Et surtout, plusieurs de mes collègues et clients que j'ai vus également faire cette même erreur-là. Je pense qu'il faut tous qu'on la fasse à quelque part. ah oui, Mais, mais j'aime beaucoup ce que tu dis, c'est-à-dire la constance, le choix du média, la oui, constance et la qualité. Ça, c'est tout le à fait. premier conseil que tu me donnes. Ensuite, Oui. Le deuxième, vaut mieux se lancer, puis que ce soit imparfait, que attendre le moment idéal. Ça, c'est un conseil que m'avait donné, Alexandre. Ah! J'ai un blanc de mémoire. Ah! Alexandre Vézina. non, ouais, c'est ce que j'allais Oui, dire. oui, qui est entrepreneur conseil. Puis j'avais suivi une formation, hey, en 2016, ça fait longtemps, puis il avait dit ça: «Quand tu es satisfait 80, lance-toi, vas-y, go». Fait que ça, c'est bon quand on lance un produit ou un service, une formation, on peaufinera plus tard, mais c'est bon pour un aimant client. Tu sais, oui, je recommande à mes clients de créer un outil gratuit. Donc, mais si on attend que ce soit parfait, puis disons qu'on décide de créer un tutoriel, puis qu'on tourne 20 fois la même chose, puis que c'est jamais. Non, à un moment donné, il faut lâcher prise, puis dire, c'est correct, je sors quelque chose imparfait que je finirai de peaufiner plus tard, mais parce que sinon, on reste dans l'inaction, on procrastine, on n'avance pas, on ne progresse pas en tant qu'entrepreneur. Fait que c'est bon quand, je vous donne l'exemple de l'outil gratuit, mais qu'on hésite à se lancer dans la vidéo, qu'on hésite à écrire sur LinkedIn parce que, oh, c'est un réseau professionnel, qu'on Mhm. hésite à être sur Instagram parce que là, c'est un réseau de visuels, puis on n'est pas graphiste, puis fait qu'il faut arrêter de se mettre cette pression de performance-là et de perfection-là pour dire je suis satisfait? Parfait, ça va être ça. C'est là où moi j'appelle la différence entre la perfection et l'excellence. La perfection Oui, vient nous paralyser parce qu'on essaie de tout faire, qu'on veut que ça soit parfait en sachant très bien que la perfection n'existe pas. Donc tout ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de corriger, d'améliorer, mais d'améliorer, de suraméliorer. Bref, on repousse, on repousse, on repousse et on procrastine. Ça, c'est pour ça. moi, c'est la perfection. Tandis qu'il y a l'excellence. L'excellence, c'est quoi? C'est donner le meilleur de nous-mêmes et se donner le droit à l'erreur et se donner le droit à refaire ou à améliorer en cours de route. Et ça, c'est l'excellence et qui nous permet effectivement d'être beaucoup dans l'action et, comme tu dis, de se permettre d'être imparfait. Donc, c'est des actions concertées, mais à la Oui, fois peut-être imparfaites. puis c'est correct. Ça fait partie Exactement. de la game, la vie d'entrepreneur. Donc, le premier, constance et qualité. Le Oui, deuxième, on oublie la perfection et on se lance. Le oui. troisième, Le troisième, là, directement lié au copywriting, mon conseil, ce serait, tu sais, souvent, on parle d'image de marque, on va parler de l'identité visuelle. On veut un logo, on veut une police de caractère, des couleurs, on veut de l'uniformité, là, tu sais, de la cohérence dans nos visuels, peu importe. C'est super important, mais l'image de marque, ça ne s'arrête pas là parce qu'il y a aussi l'identité rédactionnelle. ouais. Puis ça, on l'oublie malheureusement. Puis l'identité rédactionnelle, on appelle ça aussi la voix unique. Donc, en d'autres mots, c'est l'univers, tu sais, il y a l'univers visuel, mais ça, c'est l'univers des mots autour Mhm. de notre entreprise. Et quand je disais, quand je lis 100 publications, puis je sais que c'est Vincent qui l'écrit, c'est parce que tu as créé un univers des mots autour de toi, que tu as tes thèmes de prédilection, tes mots-clés, tes expressions que tu utilises, tu as des messages clés, tu as un ton qui est à toi, que tu as défini, que tu as redéfini peut-être au fil des années. Puis quand ça, c'est clair, ça fait qu'on est cohérent dans nos publications, que les gens nous reconnaissent pour qui nous sommes. Et c'est ce qui fait que le jour où on est prêt à déléguer, on peut dire: «Voilà, ça c'est mon identité. Moi, je parle, j'écris de cette façon-là, c'est ces gens-là». Tu sais, les gens me reconnaissent à ça. Fait que c'est beaucoup plus facile
de déléguer avec confiance dans ce temps-là parce que les gens, le rédacteur ou le copywriter sait où il s'en va, fait que ça va être plus facile pour lui d'écrire de façon juste. J'adore ce que tu dis, je trouve ça super intéressant, cette identité rédactionnelle-là. Est-ce que c'est des choses qu'on peut faire par nous-mêmes ou c'est des choses que toi, tu collabores avec des clients pour être en mesure de bien définir ce que tu appelles la voix unique, donc l'identité rédactionnelle? Ben oui, on peut le faire soi-même parce qu'il y a de l'information que tout le monde peut trouver sur Internet. On peut demander à ChatGPT. C'est sûr, il peut nous aider un peu. Mais oui, j'aide plusieurs de mes clients à définir leur univers des mots. Tu sais, ça peut aller loin, là. On va choisir les emojis qui vont être utilisés pour pas avoir une espèce de pizza toute garnie quand on communique avec les gens. Tu sais, je sais, par exemple, que j'ai une cliente qui est naturopathe. Elle, on voit un avocat bien souvent, mais j'ai une autre cliente qui, elle aussi, est naturopathe. Mais elle, c'est la femme avec la robe rouge qu'elle utilise beaucoup. Alors, on les reconnaît. C'est juste un mini exemple pour dire qu'ils font le même métier, mais on les reconnaît par leur univers. Une va parler de parté d'hormones, puis l'autre va parler, par exemple, j'ai oublié le terme précis, mais le temps de fluctuation hormonale. Mhm. Donc, mes parties d'hormones, on sait particulièrement qui utilise ce terme-là, ça fait partie de son univers. Donc, oui, c'est Très, quelque très, chose que je très fais. intéressant. Trois conseils que je répète. Premièrement, savoir sur quel média on va, mais également la qualité qu'on va faire, mais avec une certaine constance. Ça, c'est la première clé Oui, que tu nous proposes. La deuxième clé, tu nous disais à ce moment-là, n'ayez pas peur de vous lancer. La perfection n'est pas de ce monde. Et la troisième que j'adore, votre identité, votre voix unique, votre identité rédactionnelle à développer pour être en mesure d'être reconnaissable aux yeux du oui, public. tout à fait. Myriam, merci, merci vraiment beaucoup de ce moment-là. Si les gens veulent communiquer avec toi, quelle est la voie unique ou la voie multiple pour rejoindre Myriam? Sur LinkedIn, c'est Oui. vraiment la meilleure façon de me trouver, de communiquer avec moi. Je suis facilement reconnaissable. Myriam Birbé, tout simplement. Parfait. Donc, Myriam, un immense merci de ta présence. Ce fut un grand bonheur d'échanger avec toi sur le Plaisir. copywriting et la rédaction et ou la même chose finalement, la Oui. rédaction persuasive. Merci infiniment, puis vous à la maison, merci infiniment. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à partager. Si vous avez des questions pour moi ou pour Myriam, n'hésitez pas quelque part autour de cette vidéo-là, pardon, vous pouvez poser des questions sans aucun problème. Et n'oubliez pas de vous abonner. Alors, c'était Vincent, votre optimisateur de performance, qui vous dit ciao tout le monde. On se revoit très bientôt.